Donc la quatrième intervention, donc déjà on doit remercier Fatima Moeddine qui a pris le train en marche pour remplacer Abdel Samad Nabil qui devait intervenir et qui est annoncé dans le programme, qui malheureusement n'a pas obtenu son visa. Donc il ne pouvait pas être parmi nous. Donc Fatima aujourd'hui, donc elle le remplace, mais bien sûr, non, qui a son visa, et surtout, bon, bien sûr, elle ne va pas intervenir sur la même thématique. Donc elle va nous parler, ou plutôt mener une réflexion avec nous, comment parler de la violence conjugale. Ce n'est pas aussi simple qu'on l'imagine, mais je lui cède la parole pour qu'elle nous dise comment on doit parler de ça. Merci Monsieur le Président, merci à Migration Santé, merci à Monsieur Moubaraki, l'ami, que je retrouve avec beaucoup de plaisir, ami d'Henri, mon directeur de thèse, ami, et merci à tous. Donc je suis Fatima Moeddine, je suis enseignante au Maroc, à la petite ville d'El Jadida. En fait, moi, je n'ai pas de communication proprement dite. J'ai une réflexion que j'aimerais partager avec vous. C'est une réflexion qui s'est invitée après avoir travaillé depuis pratiquement 2 ans sur des sujets autour des femmes. Donc la première, c'était pour justement l'ouvrage collectif sur la violence conjugale et que j'ai essayé un petit peu d'interroger les femmes sur la représentation de la violence sexuelle dans le cadre conjugal. Finalement, au bout de quelques années, on a les mêmes résultats, c'est que la violence sexuelle dans le milieu ou dans le cadre conjugal, elle est normalisée parce que le fait du mariage légitime tout acte agressif ou violent. La deuxième réflexion, c'était aussi quand j'ai commencé à travailler sur le corpus des écrits, ou plutôt de la revue, je ne sais pas si vous connaissez, mais Shamira. Donc, c'est une revue éditée par l'État islamique, Al-Qaïda. Donc, ce sont les publications à un moment donné, ils ont commencé à publier des revues pour les femmes djihadistes. Et donc, je suis moi-même membre dans un groupe de recherche sur la culture djihadiste. Et donc, du coup, je ne travaille pas au noir, c'est une réflexion scientifique sur la place de la femme dans les revues djihadistes. Et en parcourant ce travail qui a été publié malheureusement en arabe, pas en français, c'est dommage d'ailleurs, qui a été publié sur une revue aussi, sur un site électronique, alors comment on s'appelle ça, œil sur au regard sur le terrorisme, regard européen sur le terrorisme, je pense que c'est ça. Et en travaillant sur cette revue, parmi les résultats, c'est que la place de la femme, elle est construite par rapport au discours rodé qui est publié dans les textes, soit dans les revues, soit dans les dépliants qu'ils envoient pour la propagande de l'État islamique Al-Qaïda, où la femme est censée rester chez elle parce qu'il y a un homme qui va la protéger par sa force. Une force qui peut être protectrice, c'est lui qui lui donne à manger, qui lui donne des enfants qui seront des héros, parce que c'est la maman des héros. Ça, c'est important. Elle-même ne l'est pas. Mais elle est la femme d'un grand monsieur et des enfants, très grands enfants, mais pas elle. Donc c'est aussi une femme fidèle qui arrive à trouver d'autres victimes pour son mari.
Ça lui donne un statut particulier. Et je pourrais peut-être rebondir sur la communication de mademoiselle qui était là. On ne parle pas forcément d'un mariage aussi, pour une fois. Hein? Ce sont des arrangements à la manière de l'État islamique où ils n'ont pas besoin de réguler ça comme ailleurs. Donc, la troisième réflexion, s'est invitée aussi après avoir travaillé sur la reprise des études chez des étudiants de grands adultes. Depuis 2-3 ans, moi je suis enseignante dans une université, Chouaib el-Doukali, et depuis pratiquement 3 ans au moins, l'amphithéâtre est plein de femmes, plus de 40 ans, 50 ans. Ça fait plaisir, mais ça mérite réflexion. Et même par rapport aux résultats, les majors depuis 3 ans, ce sont des femmes plus de 40 ans. Majors de promotion. Cycle normal et master. Normalement, avec ce genre de résultats, on est censé quand même travailler en tant qu'université, en tant que fac, de cette population, nouvelle population, comment travailler, pourquoi ils viennent et comment travailler. Est-ce qu'il s'agit d'une pédagogie universitaire ou une andragogie? Comment on va faire avec elle? Bon, la réflexion n'a pas été faite, mais bon, j'avais fait une petite enquête et parmi les résultats, les motivations par rapport au choix de la reprise des études étaient des motivations identitaires, c'est-à-dire que les femmes viennent à la fac pour pouvoir dire les choses. Et ça, c'était très important à relever, c'est-à-dire pouvoir mettre les mots pour dire qu'on veut arrêter des rapports ou quitter le mari violent, quitter les enfants violents, quitter un environnement hostile, à la fois au milieu professionnel quand elle travaille, mais aussi au niveau de la famille. Donc, ces 3 réflexions, parce que ce sont des travaux que j'ai menés de façon successive, c'est-à-dire que la réflexion est venue parce que ça, à chaque fois, je m'arrêtais pour me dire, mais il y a quelque chose autour de cette femme. Quelle est la demande finalement derrière tout ça? La demande, et pour répondre à la question, comment le dire, c'est de pouvoir trouver le moyen pour que les femmes puissent dire ça sans passer par le référent religieux. Alors, depuis, je ne sais pas si vous avez suivi ce qui se passe au Maroc depuis quelques mois, hein, c'est toute une polémique autour de les relations consentantes. Et qu'il y a la société civile vraiment qui était contre, et les femmes et les hommes. Hein, on ne peut pas parler de relations consentantes parce que c'est contre la religion, contre le système des valeurs et que c'est un bouleversement des relations dans une société qui est plutôt conservatrice. Alors, pourquoi? Parce que c'est quand même une proposition qui n'émane pas de la société civile. C'est l'État qui propose, c'est le ministère de la Justice qui a proposé la légitimation des rapports consentants. Voilà, hein? C'est le ministère de la Justice. Donc, mais pourquoi la société civile a refusé? Puisque ça va nous permettre de régler cette histoire de consentement qui est la pierre angulaire du viol finalement. Qu'est-ce que c'est que le viol? Ce sont des relations qui ne sont pas consentantes. Mais pourquoi la société civile et surtout les femmes refusent ce genre de débat, sachant qu'elle peut peut-être être bénéfique par rapport à la situation de la femme? Ce n'est pas encore réglé, mais c'est toujours en gestation. À la même période, on a eu quand même aussi tout un débat autour de l'harcèlement à l'université, harcèlement sexuel, les notes contre le sexe. Où on a eu, ah bah oui, et finalement, on a eu quand même quelques démarches intéressantes dans le sens où il y a un numéro vert. J'imagine que de l'autre côté du numéro vert, c'est un homme qui répond, un enseignant.
Et il y a eu des têtes qui ont sauté quand même, hein. On a eu des collègues de la ville de Setat, de la ville, je pense, de Tétouan aussi au nord, qui ont été radiés de la fonction publique parce qu'il y a eu des situations flagrant délit. Mais j'imagine qu'il y a eu plusieurs situations où il n'y avait pas de preuves non plus. Donc, est-ce que c'est bien de protéger les jeunes étudiantes contre les enseignants? Ou est-ce qu'il faut aussi protéger l'enseignant contre les étudiantes qui harcèlent les enseignants? Parce que tout ça mérite vraiment une vraie réflexion scientifique, parce que quand même entre enseignants et étudiants, c'est un rapport de confiance, c'est une transmission, c'est un partage. Donner la parole, croire ce que disent les étudiants, c'est une bonne chose, mais pourquoi le croire dans le cadre de l'université, pas ailleurs? Pas dans le cadre de la violence conjugale. On demande aux femmes de porter la preuve que son mari est violent. Et comment trouver la preuve que le mari agresse sa femme? On n'a pas de preuve. D'ailleurs, dans les témoignages, ils disent que leur conjoint évite le visage, de les frapper sur les visages parce que c'est voyant. Le visage, le cou, les mains, non, il ne faut pas qu'ils touchent à ça parce que ça, c'est une preuve matérielle de ce qu'ils avancent, alors qu'un coup ailleurs, c'est pas grave. C'est pour ça que la violence sexuelle marche. Parce qu'on aura du mal à découvrir ça, à le montrer, à le prouver. C'est pour ça que ça marche. Donc, avec ça, parallèlement à ça, il y a aussi une réflexion de la société civile, des intellectuels qui ont commencé à mettre le point sur la vraie difficulté par rapport à un pays comme le Maroc ou comme dans d'autres pays arabes, musulmans, où le référent religieux est tellement présent qu'il fait de l'ombre aux textes juridiques, par exemple sur le viol, qui sont assez avancés. Hein. Ce n'est pas les textes qui manquent, mais c'est parce qu'il y a un référent religieux qui explique ou qui explique mal ou qui n'arrive pas à laisser justement le texte passer facilement, que les choses n'avancent pas. Pourquoi les femmes n'arrivent pas à dire justement leur violence? Parce qu'une femme qui dit la violence, c'est une femme qui sera aussi, qui fera quelque chose contre sa propre religion. Hein? Elle est censée être soumise. Le jour où elle ose porter plainte, ça veut dire qu'elle ose porter plainte sur tout le système religieux et qu'elle conçoit mal qu'il y ait autre explication que celle-là. Je pense qu'en Tunisie, il y a un travail énorme qui a été fait autour de ça, en essayant de montrer comment dans les référents, on a quand même des passages où il n'y a pas vraiment, pas trop clair, et qu'on ose sur le plan scientifique dire que ça ne peut pas être vrai. Ça ne peut pas être vrai. Il y a quelque chose qui n'a pas été dit ou qui a été mal dit, et que autour à travers des générations et des générations, c'est le même discours qui revient, alors que c'est un discours qui n'a rien à voir avec même le référent religieux. Et ce travail de réflexion scientifique, elle a été, je pense, elle a vu le jour depuis longtemps avec Taha Hussein au début du siècle dernier, mais je pense que depuis quelque temps, ça revient de façon vraiment permanente, avec justement, heureusement, merci le YouTube et merci les réseaux sociaux, ben oui, que grâce à ça, on arrive quand même à partager, à écouter ce qu'on sait déjà et qu'on n'ose pas dire. Que les femmes n'osent pas dire que cette violence n'a rien à voir avec le référent religieux, n'a rien à voir avec la liberté, n'a rien à voir avec le respect de la structure familiale, que c'est une perversion de cette organisation familiale parentale et qu'on croyait que c'était vrai. Donc il y avait un groupe de réflexion autour des Tunisiens. Je pense que Tarikh al-Hadara, l'histoire des civilisations, et puis les Marocains aussi qui osent le dire.
maintenant de plus en plus fort. Et comment le dire en essayant un petit peu d'être plus scientifique et répéter moins ce qu'on a toujours entendu dire et qui n'est pas vrai et qu'on sait grâce à l'école, parce que l'école participe à la construction d'un esprit scientifique. Donc ça se fait qu'on passe 10 ans, 15 ans dans les écoles et qu'on continue à dire la même chose. Et ça, dans la revue d'Al-Qaïda, Shamira, on en voit très bien ça. C'est très, très clair. On arrive quand même, quand on compare, on arrive quand même à comprendre comment ça se construit. Et puis ça reste dans l'ombre et on l'hérite comme ça, on l'a en héritage sans que ça passe par justement le travail qu'on fait d'habitude sur les autres écrits quand on a été scolarisé. Hein, la réflexion scientifique, on apprend à la voir avec l'école d'année en année. On comprend qu'il y a des choses qui sont sensées ou insensées. Donc, comment comment dire la violence, c'est pouvoir justement dissocier le référent religieux qui n'a pas lieu d'être avec la loi. D'abord, il y a des lois pour protéger les femmes. Vous avez parlé des maisons d'accueil pour les femmes victimes. Est-ce qu'on ose penser aux maisons d'accueil au Maroc, par exemple? Parce que tout simplement, le mari peut très bien porter plainte et dire que sa femme dort ailleurs. Voilà. Elle n'a pas le droit. Du coup, elle est victime, il faut qu'il reste dans le foyer, sinon elle sera dans d'autres situations de problématiques au-delà de la violence conjugale. Donc, comment dire les choses? Dire les choses, pour moi, c'est de pouvoir libérer la parole, mais la libérer du référent religieux. Voilà, donc c'était juste pour partager avec vous cette réflexion et je suis à votre disposition si vous avez d'autres questions. Merci beaucoup. Bien, donc merci pour... Oui, encore moi, désolée. Non, mais ça me touche particulièrement. Alors, je suis d'origine algérienne et je vis à Paris, donc il y a des similitudes que je retrouve parfaitement dans votre discours. J'ai fait ma scolarité à Alger, j'entends un petit peu tout ça. Je pense que, comment dire les choses, d'abord, il faut les identifier, ce qui n'est pas toujours le cas. Parler des violences sexuelles dans le couple, sans parler de la sexualité des femmes de manière générale, c'est encore un autre tabou. La violence de la nuit de noces, on n'en parle pas beaucoup, ce qui est quelque chose de très tabou. Enfin, les femmes n'en parlent pas. Je suis psychiatre, j'ai fait mes études en Algérie et je travaille ici. Donc j'ai un petit peu ce double regard et je me rends compte avec le temps que même quand j'étais interne en Algérie, c'est pas forcément des questions qu'on posait. Hein. Pourtant... on était à Alger, c'était plutôt un milieu intellectuel, ouvert, on voyageait, mais on se rend compte qu'on est quand même formaté. Je me rappelle qu'une fois, il y a eu une formation de sexothérapie qui a été organisée par mon hôpital et je suis allée récupérer à l'aéroport une des formatrices qui était de Lyon et pendant tout le séjour, elle m'explique, mais comment est-ce qu'on peut prôner la virginité jusqu'au mariage et qu'ensuite on se pose la question des problèmes dans le couple, de la sexualité. Et moi j'étais là dans mon volant parce que je comprenais ce qu'elle disait, mais c'est une question qui est quand même très importante et qu'on retrouve même ici, je pense. Donc c'est toute la question de la sexualité des femmes, de l'identité des femmes, de leur place dans la société, de leurs droits. Leurs droits par rapport aux hommes, leurs droits dans la famille. Enfin, je ne sais pas comment c'est au Maroc, mais en Algérie, le droit de la famille, il y a beaucoup de points à discuter, hein, quand même. Merci. Merci. Juste pour prolonger un peu cette question, donc une question à Fatima, là, donc, parce que moi, je me rappelle, donc, dans les années 90, il y avait des associations de femmes maghrébines qui se rencontraient de façon donc régulière. Il y a eu des congrès
pour faire le point sur la législation dans les différents pays, puisque l'histoire des 3 pays maghrébins n'est pas la même. Hein, donc, et il y avait aussi une volonté pour un petit peu diminuer le décalage existant entre les textes de loi, circulaires, etc., et le vécu, et surtout la façon dont les femmes, donc de toute façon, abordaient la question de la sexualité, que ce soit dans les familles, à l'école, à l'université, etc. Donc à partir de là, est-ce qu'aujourd'hui, donc je voulais ton regard, est-ce qu'il y a des rapprochements, est-ce qu'il y a des discussions entre différentes associations ou maghrébines en ce moment? Maghrébine, je ne sais pas, moi je ne suis pas vraiment... Plus large, oui. Je ne suis pas militante associative, donc je ne suis pas très bien l'évolution, mais je sais que par rapport au... Il y a quand même une époque importante, enfin une transition importante, à ne pas oublier que l'avènement des islamistes au Maroc n'a pas fait... Si, il a fait bouger les choses, mais en régression, on a beaucoup régressé. D'ailleurs, ce qui s'est dit sur les relations extra-conjugales des leaders islamistes qu'on avait retrouvés en flagrant délit à plusieurs fois, un parking dans une plage. Et que pourtant n'a pas fait changer les choses. Donc on a eu quand même une période assez... D'ailleurs, ce qu'on est en train de vivre maintenant, c'est quand même tout ce qu'on avait vécu avec les islamistes. Donc le mouvement... Ben oui, les associations avant, c'était quand même... c'était assez progressiste, il y avait beaucoup de travail, beaucoup d'ailleurs d'associations qui militaient beaucoup pour le droit de la femme. Donc il y a une régression. Bah oui, c'est flagrante. Il y avait une main là qui s'est levée de ce côté-là. D'accord. Vas-y. La question que vous amenez me fait beaucoup penser à ce qu'on a vu ce matin avec les mutilations, qui pour moi sont sur des traditions et des croyances. Et finalement, je vais du coup reposer ma question, mais je l'ai posée ce matin, c'est comment on arrive à déconstruire, comment on peut amener, parce que c'est vraiment votre question, comment on vient parler de sexualité, mais avant même de parler de sexualité ou même de violence conjugale, c'est comment on peut amener ces personnes qui sont très ancrées dans des croyances, juste les amener sur une certaine conscience en disant mais est-ce que tu penses que c'est vraiment ce que Dieu veut pour toi? Enfin, moi j'ai pas la solution, mais finalement ça peut être ça, aller sur le terrain peut-être et apporter des comment on dit déjà, je perds mes mots, mais sensibiliser sur la question, mener la réflexion comme vous dites. Ok, il y a un texte et apporter cette réflexion-là, mais quand c'est déjà très très ancré, comment on peut... Écoutez, moi j'aimerais juste comparer la Tunisie au Maroc aux questions d'héritage. Oui. C'est pas la même chose. Hein. En Tunisie, je pense qu'il y a une égalité dans l'héritage. Ça, c'est pas passé. C'est pas passé. Donc, les islamistes aussi. Non, là, c'est plutôt la crise politique tunisienne. Oui. C'est-à-dire, vous savez, la Tunisie, au niveau législation à l'égard des femmes, a été un pays précurseur, puisqu'il y a le code qui a été adopté en 1956, donc c'est-à-dire dès l'indépendance, qui a apporté une nouveauté quasi spécifique dans un pays arabe et musulman, puisqu'il avait interdit la polygamie, il a donné la possibilité donc à la femme de demander le divorce, et il a apporté le droit de vote donc de toute façon donc à la femme qui n'existait pas, et la seule concession est malheureusement, il n'aurait pas dû la faire pour Kiba, qu'il a faite aux religieux, c'est de ne pas toucher à l'héritage. Donc, sur beaucoup de points, la contraception, la violence, etc., contre les femmes,
était codifié, il y avait des lois dès les années 60, etc. Au niveau de la question de l'héritage, donc après le départ de Bourguiba, ça c'est resté en l'état. Celui qui lui a succédé n'y a pas touché. En 2017, il y avait un mouvement de la société civile et de certains partis et d'associations donc, féministes qui a remis la question de l'héritage donc, sur la table. Il y a eu un rapport qui a été fait donc, assez détaillé pour dire que c'est quelque chose donc, qui va représenter une avancée significative donc, en Tunisie. Elle a été discutée dans la commission parlementaire, donc commission des lois, elle a été adoptée. Et au moment où donc elle devait passer devant l'Assemblée, il y a eu un marchandage, il faut dire les choses telles qu'elles sont, entre l'ancien président, donc il est décédé aujourd'hui, paix à son âme maintenant, c'était pendant la période de rapprochement et de négociation donc, avec les islamistes. Et donc de fait, il a dit, ce n'est pas la priorité, je suis toujours convaincu de cette loi, mais aujourd'hui, donc, c'est-à-dire, on peut la reporter. Sauf que lui, il est décédé donc, en 2019. On a eu un nouveau président, l'actuel, qui ne croit pas donc, à la possibilité qu'il y ait une égalité dans l'héritage. Donc, de fait, la Tunisie est restée donc, avec un projet de loi qui existe, mais personne, aucune force politique n'est capable aujourd'hui de le porter et de dire, bon, il faut qu'on l'adopte, soit au Parlement, soit par un référendum. Donc, je ne sais pas si par référendum il passera. Parce que la réalité aussi. Quand même. Oui, bien sûr, mais tu parlais, par exemple, de la régression qu'il y a eu au niveau des mentalités et au niveau. C'est qu'aujourd'hui, en Tunisie, moi, je peux citer un cas précis. Donc, moi, nous sommes 7 garçons et une fille. Après le décès de mes parents, j'avais dit à mes frangins, notre sœur va avoir une part comme nous. C'est-à-dire, nous, ce qu'il y a, on va le partager sur 8. Ça ne correspond pas à la loi. Eh bien, sachez qu'il y a eu 4 frères qui m'ont dit, mais ça ne correspond pas à la religion, c'est quoi, etc. Et il a fallu un travail de plusieurs mois pour essayer de leur apporter, selon leur logique à eux, que, bien sûr, l'islam ne prône pas l'égalité dans l'héritage, mais rien ne s'oppose, si on le souhaite, donc de l'appliquer. Et c'est avec cette façon-là qu'on a pu donc dire que la sœur donc, a la même part que les frères. Voilà, donc aujourd'hui. Chose qui m'a amené, juste, et je ferme la parenthèse, à faire un testament de mon vivant, parce que moi j'ai un garçon et une fille, de dire que c'est le partage 50-50 entre le garçon et la fille. Et c'est écrit noir sur blanc, etc. Bon, la question donc, c'est-à-dire, et j'aimerais bien que cette chose-là soit dépassée et que, effectivement, ça sera peut-être le premier pays musulman. La Tunisie, vous dites ? Si elle vote cette loi, parce que de fait... Au Maroc aussi, elle est posée. Et la loi sur les relations consentantes et l'héritage. Mais ça... les deux propositions sont en discussion. Mais est-ce que ça va aboutir ? Parce que pour moi, c'est quand même un jeu politique. On ne peut pas parler de relations consentantes, alors que de l'autre côté, quand une femme porte plainte, il faut qu'elle prouve tout ce qu'elle dit. Donc il y a un truc qui n'est pas très clair. On travaille sur l'éducation des jeunes dès le départ avant d'arriver à légaliser les relations consentantes. Parce que dans la loi, un homme et une femme, ils ne peuvent même pas prendre le même hôtel, la même chambre d'hôtel. Une femme qui n'a pas, par exemple, qui a une adresse qui n'est pas sur Paris, ne peut pas prendre un hôtel. Qui a une adresse sur Paris ne peut pas prendre un hôtel seul sur Paris. Ça continue. Au Maroc, ça continue. Mais pas seulement. En Tunisie, la régression, elle est là. Il y a 15 ans, on se présentait avec une dame, donc on peut aller à l'hôtel.
On ne nous demande pas une pièce d'identité, donc, etc. Il y a 1 an et demi, à l'hôtel, il me dit, donc de toute façon, vous avez une pièce d'identité de madame. J'ai dit, mais donc de toute façon, demandez-lui. Demandez-lui. Donc, et je lui ai posé la question, pourquoi? Il m'a dit, non, mais de toute façon, on aimerait bien donc quand même vérifier qu'ils sont donc de toute façon dans la légalité. Bon. C'est là où on voit que le passage des islamistes, bon, ça a été au Maroc, mais en Tunisie, là, pendant la dernière décennie, a marqué la société. Donc c'est qu'aujourd'hui, pourquoi tout à l'heure j'ai dit c'est pas sûr que le référendum, par exemple, passe, parce qu'il y a eu des sondages où aujourd'hui le non l'emporte à 60 contre 40 si on le met en référendum. Par contre, au Parlement, il pourra passer. Et si on attend que l'opinion donc, soit majoritaire, parce que Bourguiba, quand il avait adopté en 1956 le code du statut personnel, il était à contre-courant. Mais il avait la capacité et la force politique, c'est-à-dire pour l'imposer dans la société, et après c'est devenu quelque chose. Donc avec laquelle des générations et des générations ont vécu. Voilà. C'est-à-dire, pour répondre à mademoiselle, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait des intellectuels qui assument, qui disent les choses. C'est-à-dire ça passera par des intellectuels et des politiques. Parce que sinon, la réflexion, je pense qu'elle est déjà menée. Quand on dit que, voilà, c'est en gestation, pourquoi pas? Ça veut dire qu'on est prêt, mais nos intellectuels n'assument pas. Parce que d'abord, il y a une crise économique où les négociations sont de base. Et puis, personne ne veut assumer la responsabilité parce qu'il y a toujours des enjeux politiques. Voilà. Donc, par exemple, au Maroc, avec tout ce qui se passe sur le plan, je pense, économique et social, moi, je ne serais pas étonnée que les islamistes reviennent. C'est un cauchemar, ouais, mais bon. Et ils peuvent très bien revenir parce que le terrain est prêt à les accueillir. Madame. Je me permettrais juste rajouter quelque chose par rapport à ce dont vous discutez. J'accompagne des personnes ici en France, les femmes, mais pas seulement les femmes, mais les hommes aussi, dans leur parcours d'accès au droit, dans leur parcours de formation. Et donc, l'association dans laquelle je travaille, elle a une grande tradition vraiment d'accompagner les personnes sur leur démarche d'accès au droit, de résolution des freins, des difficultés. Nous travaillons beaucoup avec les femmes victimes des violences, etc. etc. Nous travaillons aussi en direction des hommes dans ce sens-là. Mais j'ai remarqué très souvent, et d'où cette importance de savoir ses droits. Nous travaillons beaucoup sur la connaissance et l'accès au droit, parce qu'il y a beaucoup de femmes d'origine de Maghreb, mais pas seulement. Elles méconnaissent leurs droits. Elles se réfèrent aux usages, aux lois des pays d'origine, de l'ère où parfois elles sont ici, monsieur reste au pays, et malgré tout, elles subissent un peu l'emprise, bien sûr, familiale, sociétale, et aussi la loi. Donc nous accompagnons, je pense que c'est les nerfs de la guerre, de donner des informations aux personnes. Bien sûr, l'information, elle, ne fait pas encore tout le travail. Bien sûr, il y a un travail sur confiance en soi, sur capacité aussi, sur la connaissance de ses capacités. Ça, c'est une remarque. Et c'est très, très fortement présent parmi les personnes. Et ce n'est pas seulement les Maghrébins, c'est de toutes les origines. Moi-même, j'ai un accent un peu costaud. Une autre question que je voulais vous poser, parce qu'en faisant comparaison entre les plusieurs pays, j'entends souvent aussi cette information que l'Espagne, qui avait un énorme problème au niveau des machismes, des inégalités hommes-femmes, a fait un travail vraiment remarquable ces dernières années. On en parle souvent, je ne connais pas forcément très, très bien en détail. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots et savoir en quoi, où se situe le succès, si c'est un vrai succès, des politiques espagnoles
par rapport à ça. Moi, je ne connais pas les politiques espagnoles. Sinon, je vais approfondir les informations, mais je veux dire... Peut-être Mohamed souhaite intervenir là. Donc, je dis, on a dernièrement signé une tribune. Ça a été dit, hein, le budget de la France, c'était l'année dernière, c'était à 37 millions. Pas 40, ça a été dit 40, je ne sais pas qui l'a dit, peut-être il a plus, mais ce qui était signé. Et puis là, c'est passé à 60, hein, si j'ai bien entendu, 67. Or, en Espagne, ils sont à 1 milliard, plus d'1 milliard d'euros pour les questions de la femme, quoi, la lutte. Donc voilà, premièrement. Deuxièmement, l'Espagne, depuis après la dictature, ils ont adhéré cœur et âme à la démocratie. Et la démocratie, c'est l'égalité hommes et femmes. Et les associations des femmes, ils font un travail fantastique. Et il y en a moins de problèmes qu'on a ici en France. C'est le pays des Lumières, des droits de l'homme, tout ce qu'on veut. Mais malheureusement, quelquefois, on est pris dans les petits problèmes politico-politiciens à la France et on se retrouve uniquement que les... Bref, je saute sur un point, c'est que nous, Migration Santé, donc il y a la migration et on a toujours traité le problème de la migration comme, surtout pour les femmes, qui sont prises entre le marteau et l'enclume. Entre le marteau des situations que nous avons vues ici, la violence envers les femmes en général, et tous les problèmes que la femme française, donc les citoyennes françaises, y compris les migrantes, mais aussi, il y a tout ce qu'on est en train de dire maintenant, ce poids de la culture, et une culture, ça dure des milliers d'années et on ne peut pas l'enlever. Et dans l'ouvrage que nous allons publier, il y a un article assez intéressant qui répond un petit peu, qui retrouve, ou qui se situe dans le débat que vous avez mené, c'est sur les violences faites aux femmes dans les communautés de culture arabo-musulmane. Ouais. Et on prend par exemple qu'il y a un Tahtaoui, depuis que Napoléon il était en Égypte, à la fin du XVIIe siècle, début du XVIIIe, XIXe siècle, il y a tout un mouvement qu'on appelait Nahda, la Renaissance. Et dans cette Renaissance, il y avait des réformateurs, dont un qui s'appelait Tahtaoui, qui est venu avec une délégation en 1835 ici en France. Et puis le but, ça a été, mais comment la France, dans le temps, qui a été développée, le premier pays de point de vue culturel et de point de vue force par rapport aussi à l'Angleterre, mais la France, elle avait une influence puisque Napoléon et les rapports entre les sociétés musulmanes, n'oublions pas que Napoléon III, il se prévalait comme le plus grand représentant des musulmans. Et c'était indiqué parce qu'il y avait l'Algérie qui était un grand et les musulmans et la Tunisie, ça a commencé juste après, mais il y avait une influence depuis Napoléon, que ce soit en Égypte, que ce soit en Syrie et au Liban. Donc la France, il y a un lien plus important avec le monde musulman que toutes les autres que pays européens autres. Et il y avait ce Tahtaoui qui était un réformateur, et puis Taha Haddad qui en Tunisie, puisqu'on parle de la Tunisie, c'était dans le 18e, début 19e siècle, 20e siècle, pardon, et le 18e, début 20e siècle, il disait, sans la libération de la femme, on ne peut pas avoir une renaissance. Il y avait toute l'Arb el-Alaoui au Maroc, et c'était des réformateurs qui déjà, ils pointaient que sans la libération de la femme, l'égalité. Et dans l'article, je me rappelle que nous allons publier, qui n'a rien, même l'héritage, il ne relève pas de la religion elle-même, de la foi, c'est qu'il faut bien se mettre quand le prophète Mohammed est venu, en tant que prophète et avec une religion nouvelle, c'était dans une tribu patriarcale élémentaire. C'est-à-dire que le père, il avait le droit sur sa fille et ses enfants, il peut tuer la fille à cause de l'honneur ou à cause pour une question de famine, parce qu'il existait dans le temps, et que la religion, en l'apprenant, on parle qu'en tant que rechercheur, il a libéré la femme du père et que son destin, elle est à Dieu, c'est-à-dire que tout le monde, elle dépendait de Dieu. Donc on a supprimé cette loi
patriarcal direct sur la femme pour que ça devienne. Et dans l'héritage, il était dit, dans l'héritage, il a la moitié de l'homme, mais l'autre moitié, parce que l'homme, c'était lui qui travaille, c'était lui qui apporte à manger, c'était lui, dans le Coran, il y avait des versets qui disaient, il est responsable de sa famille, de ses enfants, de répondre à leurs besoins. Il disait dans l'explication que l'autre moitié, c'est parce que la femme, il doit dépendre pour survivre du mari. Mais une fois que la femme, il est l'égal de l'homme dans notre siècle, ce verset n'a aucune valeur. Et tous les autres versets qui sont hors la foi, on ne peut pas discuter la foi de quelqu'un qui croit à quelque chose, animiste, ou bouddhiste, ou chrétien, ou juif, ou musulman, etc. Je discute jamais sa foi en quelque chose de transcendante. Mais tout ce qui relève de nos relations humaines, eh ben, ça dépend que de nous. La religion n'a rien à voir. Donc voilà le combat et qu'on doit mener dans les pays du Sud ou les pays qui sont encore sous domination d'un archaïsme religieux qui n'a pas raison d'être. Voilà la réponse. Merci. Merci. Bien, ben écoutez, est-ce qu'il y a d'autres questions? Pardon, Sinon, je n'ai pas répondu à la dame qui a posé bien des sûr. questions sur sur les droits de la femme, c'est ça? Non, la dame. Ouais. Oui. Les associations. Bon, Madame, elle est là. c'est Vous avez posé l'intervenante. une question sur les. Ouais. Ouais. Elle voulait juste préciser votre question là. Vous avez posé la question sur les. Alors, j'ai posé la question sur la différence des politiques, on va dire, sur le succès de la politique espagnole et selon voilà, des personnes présentes ici, en quoi c'est dû, puisqu'on en parle. Et l'autre intervention, ce n'était pas une question, c'était un constat, en disant que nous travaillons beaucoup en direction des femmes et des hommes aussi, sur la connaissance et l'accès au droit, qui est essentiel pour savoir éventuellement quels sont les relais pour, pour s'émanciper, pour créer aussi un parcours d'insertion ou sortir d'une situation familiale oppressante. Oui, au fond là, donc il y a une demande d'intervention. Oui, bonjour. Moi, je suis Laurie Diebold, agent de médiation socioculturelle à Vitry-sur-Seine. Et donc, en fait, vous disiez qu'il fallait détacher ces femmes de leurs référents religieux. Et bon, alors ça me semble compliqué, mais pourquoi pas... de leur référent, du référent religieux. Oui, voilà. D'un certain référent religieux, voilà. Oui. Et pourquoi pas les orienter vers un référent qui leur... que vous auriez dans votre réseau, parce que qui leur dirait, qui serait pas islamiste ni extrémiste, et qui du coup leur expliquerait que elles sont pas soumises à leur mari, qu'elles ont autant de droits et que le divorce est autorisé. Moi, je ne suis pas militante associative, mais je dis que par rapport aux interprétations, explications que les femmes donnent, ils se réfèrent toujours à ce que disait M. Moubaraki, une structure de la famille qui est en fait, c'est un schéma en fait qui n'a jamais existé. Et qu'on sait maintenant sur le plan scientifique qui n'a jamais existé, qu'il y a des voix un peu partout qui le répètent, en Tunisie, au Maroc et ailleurs, et que cette construction est censée être remplacée par justement des textes de loi où les personnes sont égales. Donc avoir 4 femmes, avoir le droit
d'être violent avec sa femme, ça n'a jamais existé. C'est une construction. Et quand on revient, c'est pour ça que j'ai dit que c'était intéressant de travailler sur les textes, enfin, les référents à l'État islamique, ce qui se réfère beaucoup à leurs propres référents qu'on retrouve, nous, dans la société civile, sans vraiment réfléchir à ça. Ibn Taymiyyah et autres, qui n'ont jamais, en fait, il y en a qui n'ont jamais existé, hein, jamais. Et qu'on croit que c'est un bon référent et que par rapport à ce qu'ils disent, la femme est censée non seulement accepter, mais quand elle est fatiguée, trouver une tierce personne pour son conjoint ou son mari. Donc c'est une construction qui a peut-être duré dans le temps pour des raisons X et Y, mais qu'on sait maintenant, en tant que scientifique, qui n'a pas d'explication, même sur le plan historique. Ça ne peut pas exister. C'est-à-dire que si au moins par réflexion scientifique, seulement scientifique, on sait qu'il y a des événements, des choses qu'on répète qui ne peuvent pas exister. Et qu'on sait chacun de nous que ça ne peut pas exister, on le sait, mais on ne le dit pas parce que justement, il y a la symbolique du référent religieux qu'on est censé être, si on doit classer les lois, beaucoup plus important que la loi de l'État, quoi. Alors que c'est vraiment une construction plus virtuelle qu'autre chose. Ça n'a jamais existé. Et qu'on est censé être les gens qui sont passés, moi je dis les jeunes, femmes et hommes, passent par l'école, apprennent à avoir un esprit critique. Et l'esprit critique, on doit aussi l'utiliser quand on pense aux référents religieux qui organisent notre vie et se dire que voilà, ça ne peut pas exister, ça n'a jamais existé et qu'on passe vers autre chose. C'est-à-dire qu'une génération plus ancienne, on peut très bien comprendre que ça rentre dans les coutumes et traditions. Mais là, on n'a pas d'excuse qu'une jeune femme de 30 ans accepte ça en disant que voilà, c'est le bon Dieu qui a dit ça. Non, il ne l'a jamais dit. C'est un petit monsieur qui a dit ça. Voilà. Bien. Ben, écoutez, puisque nous disposons d'un peu de temps, là, tout à l'heure, je vous ai, donc il y a une intervention par ici, mais vous pouvez aussi poser des questions, donc que ce soit donc à Charlène ou à Yacine. On a un quart d'heure, donc c'est-à-dire pour faire un petit tour. Donc, s'il y a des questions qui n'ont pas pu être posées tout à l'heure, donc là, vous avez l'occasion de le faire. Et juste après, on passera à la clôture donc de la journée. Et je passerai la parole à Mohamed El Moubaraki pour donc tirer les conclusions de cette journée. Voilà. Donc, monsieur. Oui, je reprends la parole. J'ai un peu étudié justement la manière dont les Espagnols procèdent. Donc, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a beaucoup plus de bracelets anti-rapprochement et qui fonctionnent. Parce qu'en France, les premiers fonctionnaient extrêmement mal. Ça a fait beaucoup de dégâts. Plus de téléphones grand danger. Beaucoup plus. 4 fois plus d'ordonnances de protection qu'en France, alors qu'il y a 30% de population en moins. Et plus de réactivité de la police en cas d'appel, c'est plus prioritaire. Les plaintes sont prises, la police est mieux formée. Donc moi, ma petite conclusion, c'est que quand on dit que les violences faites aux femmes, c'est la cause du quinquennat, ce serait bien d'y mettre les moyens. Bravo. Madame. Non. Ok. Bien. Ben écoutez, s'il y a plus de... Je voulais juste revenir sur ce qu'il vient de dire. Les CIDFF, il y a des conseillers juridiques au CIDFF et j'assistais à une formation, à une journée de sensibilisation autour des violences faites aux femmes. Et cette conseillère juridique, enfin, je pense que c'était juriste, enfin, je ne sais pas si c'est la même chose, mais en fait, elle avait dit que ces mesures, notamment l'ordonnance de protection et les téléphones en cas de danger,
c'était des mesures inspirées, enfin, c'est des mesures qui ont été prises par la France, mais qui ont été, ont été créées en Espagne. Et voilà, c'était juste pour faire de la nuance. Madame souhaite prendre la parole? Oui, là, de ce côté. Non, mais ça fait rien. Avec micro, ça sera. C'est pas la même chose. Voilà. Et donc, voilà. Et donc, pour dire qu'effectivement, tant mieux s'il y a. Souvent, je vois que l'Espagne, figure parfois comme un peu modèle d'une certaine progressisme, etc. Il ne faut pas oublier qu'on a eu 40 ans de retard par rapport à ce qui s'est passé en Europe, avec un franquisme qui a été terrifiant. Et donc, aujourd'hui encore, malgré tous ces progrès, les situations de violences faites aux femmes et de violences de toutes sortes restent dramatiques, énormes, et il faut continuer la lutte. Et puis, au niveau ce qui échappe à l'entendement, c'est que malgré tout, on a des partis d'extrême droite qui prônent, contre l'avortement et qui défendent des choses très traditionnalistes et qui nous ramènent vers un recul social, qui ont une énorme force encore sur le territoire espagnol. Voilà, donc il y a, on parle de l'islam et d'autres choses, mais il y a aussi, dans les catholicismes, bien d'esprits rétrogrades et terribles. Monsieur, là, donc... On a parlé de beaucoup de choses aujourd'hui, et il y a quelque chose qui m'a interpellé, c'est la justice réparatrice. C'est une réflexion que je vous livre. Peut-être que certains ont vu ce film. Je verrai toujours vos visages avec une distribution assez impressionnante d'acteurs connus. Et nous, dans notre travail, on a été sensibilisés sur les auteurs. On parle beaucoup. On n'a fait que parler des femmes victimes de violences en général, mais les auteurs, qu'est-ce qu'on fait? Comment on comprend ce mécanisme d'emprise? Comment eux aussi, on essaye Je rejoins aussi vos réflexions sur la tradition. Je reviens à ma situation de ce matin où le poids qu'a cette femme, et quand elle en témoigne de cette emprise qu'elle aura toute sa vie avec cet homme, puisqu'elle est liée à lui, c'est son objet, en fait, elle le dit. Et justement, je me dis, moi, ce qui m'interpelle le plus, pour avoir côtoyé l'auteur aussi, c'est comment eux, on les accompagne, parce qu'on a ce devoir-là aussi, en tant que, je pense, au-delà d'un travailleur social ou au-delà d'un bénévole, mais en tant que société, de prendre en compte les auteurs. Et ce film m'a beaucoup marqué sur ces groupes de parole où des victimes et des auteurs étaient confrontés, et se confronter autour d'un programme sur la justice réparatrice. Donc, moi, en tant que personne, et avec mes valeurs, je crois aussi beaucoup à la réparation et, entre guillemets, au pardon et à la rédemption. Donc, tout ce volet-là, il n'est pas du tout évoqué, on n'en est qu'au début. Il y a des régressions, effectivement, comme vous l'avez dit, dans l'histoire et dans certains pays, dans certaines cultures. Après, la religion, c'est quelque chose de très particulier. Pour moi, c'est très intime, en fait, donc c'est compliqué. Et du coup, j'ai dit, c'était moi, on met l'accent aussi sur les auteurs, parce que on en parle quasiment jamais, en fait, quand on aborde ce thème-là, en fait, des violences faites à l'encontre des femmes. Voilà. Charlène, tu voulais la parole? Oui. Ouais. Merci. Je voulais juste rebondir sur ce que vous disiez. Alors moi, je me suis interrogée aussi sur la question des auteurs. Et Réav 77, peut-être que vous connaissez, avait organisé une journée justement autour des associations, des commissariats, des avocats, et également des associations qui, comme nous, qui prenaient en charge les victimes. Et en fait, ça nous a permis de rencontrer les associations qui prennent en charge les auteurs. Alors, il y en a de plus en plus. Moi, j'en ai rencontré que 2 et j'ai pas les noms là tout de suite en tête. Mais en tout cas, ces 2-là, je sais qu'elles mettaient un réel travail d'accompagnement en place. Par contre, là où c'est difficile, c'est que si, par exemple, et c'est ce que je disais tout à l'heure pendant la pause déjeuner, si on parle d'addictologie, par exemple,
ce sont des personnes qui ont vraiment conscience de leur dépendance et qui vont dans une démarche thérapeutique et qui vont vraiment dans cette démarche de rédemption, ok, j'ai fait une connerie, mais je peux me rattraper, j'ai le droit d'être quelqu'un d'autre, etc. Les auteurs, est-ce que ce sont des personnes qui ont conscience de cela? Pour beaucoup, ce sont ce que moi j'appelle des personnes, je vais essayer de pas être vulgaire, mais des mal finis finalement. Parce que y a une construction de base dans les croyances, dans les transmissions, dans les traditions, et ce sont parfois même des victimes eux-mêmes. Ce sont des personnes qui ont subi elles-mêmes des choses et qui finalement le transmettent, le reproduisent. Donc, moi, ma démarche, elle est, ok, on prend en charge des auteurs, mais est-ce qu'on prend en charge des personnes qui ont envie de changer, de bouger leurs croyances, de bouger le socle sur lequel ils se sont toujours appuyés? Est-ce que ce sont des personnes qui sont dans une démarche thérapeutique sincère? Je ne suis pas sûre. On a vu sur cette journée-là, alors j'espère qu'il y en a parce que sinon ce serait vraiment dommage, mais on a vu autour de cette journée avec le REAV 77 que les auteurs répondaient à il faut cocher en fait, et il faut faire acte de présence. Donc oui, ok, j'étais là, il faut aller dans telle séance, dans tel cercle de parole, ok, c'est bon, je le fais, mais sans profondeur, sans conviction. Et c'est là où en fait ça gâche tout. Ce sont des bénévoles aussi comme nous, elles essayent de mettre en place des choses. Mais si les personnes même coupables ne mettent pas de bonne volonté pour que ça change, eh ben, c'est compliqué. Bien, merci. Écoutez, donc on arrive à la fin donc, de la séance de cet après-midi. Ah, pardon. C'est où? Vous ne voyez pas. Bonjour, la Caspi de la journée. Avant de bosser en commissariat, j'ai travaillé pendant 11 ans en addictologie, donc j'aurais une réponse un peu plus nuancée sur l'accompagnement des personnes usagères de drogue. C'est pas si simple en fait. C'est pas tous les patients ne sont pas encore en mesure de se dire qu'ils sont prêts à être dans, je sais plus les mots que vous avez utilisés, mais que ça va être un parcours en fait lisse, pas du tout. Parmi les usagers de drogue, j'avais également, et comme les auteurs que je rencontre aussi au commissariat, des gens qui avaient un parcours eux-mêmes de violence. L'addiction, le produit, il a une fonction. Et j'avais parmi mes patients des auteurs de violences conjugales que je retrouve du coup au commissariat. Effectivement, la prise en charge des auteurs, elle est insuffisante, mais j'ai envie de dire, la prise en charge aussi des femmes est insuffisante. On l'a vu tout au long de la journée. Il y a quelques années, il y avait, je ne sais pas si ça existe encore, mais les trophées d'innovation sociale. Il y avait, je crois que c'était en 2015 ou 2016, c'est un centre d'hébergement dans le nord de la France qui a remporté le prix de l'innovation sociale, puisqu'ils avaient créé un centre d'hébergement pour exclure les auteurs de violence immédiatement dès lors qu'il y avait de la violence, pour pouvoir les accueillir avec une équipe formée, parce qu'en fait l'accompagnement, les bénévoles c'est très bien. Moi je suis assez admirative, moi que c'est juste mon métier, donc le week-end je pense qu'à ma gueule, donc je suis très admirative des gens qui s'investissent en plus de leur métier. Mais en fait c'est accompagner des auteurs, en fait voilà, ce sont des psychologues, ce sont des psychiatres parfois, ce sont des éducs, des AS, plein de monde, parce qu'en fait effectivement il y a souvent parmi les auteurs de violence, eux-mêmes ont subi de la violence, ou ont été négligés. Ça fait partie d'un système sociétal, on le voit bien aujourd'hui, et que ça prendra du temps, comme l'usage de drogue, comme plein de choses. Et que c'est hyper compliqué de se dire « j'ai fait du mal ». En fait. Et on le voit bien dans les stages à responsabilité qui sont une réponse en ce moment un peu trop donnée, mais ça c'est mon avis, par les tribunaux en réponse aux violences conjugales, au-delà des classements sans suite, c'est que en fait ils ont 2 jours de stage où il y a des psychologues qui tentent de faire un peu émerger, voilà, en groupe, hein, c'est pas évident non plus de dire devant tout le monde j'ai cogné ma femme, et si déjà à la fin de ces 2 jours il y a au moins la loi qui est comprise et de se dire bon ben peut-être j'ai un problème, en fait c'est une grande partie, mais en vrai ça prendra un temps fou, parce que quand on est cassé dès l'enfance, en vrai, ça prend du temps.
Oui, excusez-moi. Moi, c'est plus une information, je change de sujet. C'est juste que la semaine dernière, j'ai rencontré une association qui fait un super travail et du coup, je vais parler en leur nom. C'est l'association FDFA, Femmes pour le dire, Femmes pour agir. Et elle a un numéro d'écoute pour toutes les femmes handicapées. Voilà, parce qu'elles aussi, elles sont victimes avec leur handicap. Et du coup, elles ont un numéro national, on peut le trouver sur Internet. Elles ont aussi un mail pour les personnes atteintes de surdité. Voilà, merci. Bien, merci pour l'information. Écoutez, donc, moi, je vais remercier les 4 intervenantes cet après-midi pour les exposés qu'ils nous ont présentés. Vous remerciez vous aussi pour vos contributions à travers les témoignages ou les questions. Et maintenant, je vais passer la parole à Mohamed El Moubaraki, donc président de Migration Santé, pour nous faire une synthèse de cette journée et la clôturer, j'espère avec des annonces peut-être pour la suite. Premièrement, comme tu viens de le dire, je vous remercie parce que vous nous supportez malgré nos défauts et Dieu sait combien ils sont nombreux, ces défauts. Ceci étant, j'ai toujours un plaisir de me retrouver là dans cette assemblée de personnes tellement jeunes. Oh, quel plaisir. Oh, ces jeunesses, mais raconter, qu'est-ce que je donnerais. Mais ceci étant, il y avait une personnalité, puisqu'on a parlé du monde arabe, arabo-musulman, c'était un grand écrivain et qui était aveugle, qui a étudié à la Sorbonne, il s'appelle Taha Hussein. Donc, qu'est-ce qu'il a dit, Taha Hussein, qui a été maltraité, le pauvre, et qu'est-ce qu'il a dit de la religion? Il a dit la religion, c'est ce que font les humains d'elle. C'est-à-dire que la religion, c'est un petit peu le comportement des personnes. Donc, c'est pas quelque chose qui est né en nous, c'est quelque chose que nous, comme disait Nietzsche, il a tué Dieu. Donc, finalement, la religion, il est là. Ça fait partie des traditions et pas de plus. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la foi et on ne touche pas la croyance des personnes, surtout quand ils sont qui font pas du mal aux autres. Donc, ceci étant, ce matin, on a parlé de quoi? On a commencé par les excisions. Donc, l'excision, on a vu, on est dans un état de droit. Eh ben, il faut appliquer le droit, que l'excision, c'est une attaque au corps, à l'intégrité d'une personne, eh ben, il faut agir avec les associations. Or, en France, qu'est-ce qu'on a? On a un État. L'État, ça veut dire c'est le politique qui fait les lois à travers le Parlement. Donc, il y a le juridique qui suit pour les appliquer. Mais à côté, il y a la société civile. Donc, c'est la société civile, c'est les cellules d'un corps vivant. Donc, c'est vous. C'est chacun de nous faisons partie d'une association, d'un syndicat, d'une activité quelconque, et on doit agir pour prendre une conscience citoyenne. Donc on est dans une société de citoyens et citoyennes, et on ne peut pas aller au-delà d'une prise de position collective si on n'a pas une conscience collective du bien-être de la personne. Donc tout cela, c'est un combat continu pour faire améliorer notre manière d'agir, notre manière de voir, et aussi pour influencer les politiques. Et on voit malheureusement, il y a une régression dont ils nous ont parlé de l'autre côté de la Méditerranée, et on voit qu'il y a une régression aussi du côté nord de la Méditerranée. Hier, c'était en Hollande. Et je pense que vous avez suivi les élections. Avant-hier, c'était en Italie. Et j'en passe. Et malheureusement, l'histoire, quelquefois, se répète, mais avec plus de dégâts que la première fois. Il y avait une première guerre mondiale et on a vu ce qui s'est passé dans la deuxième guerre mondiale. Donc, si on arrive à la troisième, Dieu sait quels seront les dégâts avec tout l'arsenal nucléaire qui existe. Et quelquefois, nous, on est inconscients. Mais il faut croire qu'il y a des fous, quelquefois, qui n'hésitent pas à faire tant de dégâts pour l'humanité. Donc, j'en fais des envolées pour revenir sur Terre, que, ce travail pour empêcher tout ce malheur qui peut arriver un jour à nous tous,
Et surtout à nos enfants, il faut commencer par les petits pas, par les fourmis. J'ai bien aimé ce schéma de la chenille. La chenille qui mange, c'est la vie. Là, il mange la vie, il se bat pour la survie, puis il devient autre chose. C'est-à-dire, il y a cette capacité de se transformer. Moi, j'ai noté ici, c'est quoi? On peut travailler sur l'excision, circoncision. On peut les violences, les différents types de violences que vous avez notés. On reprend l'ouvrage, il en parle, mais on fera un autre ouvrage avec vous. On a parlé du féminicide. Donc, regardez le malheur où il peut arriver, les violences. Il commence, puis pour des raisons passionnelles et par la peur d'une situation, on se retrouve pour ne pas réagir. Et puis on n'a pas, avant d'arriver à cette situation, déjà à l'école, déjà à travers les associations, etc., on n'a pas cet éveil qui prémunit, cette prévention, au lieu d'arriver à la guérison, à des situations dramatiques. Et j'en ai entendu avec intérêt, c'est les propositions. Donc il y a aussi cette résilience qui dépend de chaque personne, mais il n'est pas la résilience, elle est en chacun de nous, mais c'est comme un feu qui est sous la cendre. Chacun, il est en nous, mais il faut l'éveiller, il faut souffler, c'est-à-dire il faut qu'il y ait à la porte de l'autre, d'à côté. Et malheureusement, on vit dans un monde d'individualité, d'individualisme, et on est chacun pour soi. C'est la culture qui est ambiante en ce moment, c'est qu'on se ferme sur soi, sauf qui peut, je ne parle pas de vous, je parle puisqu'on est là, donc on ne fait pas partie de cette catégorie, mais dans l'atmosphère qui existe à travers les médias, à travers les cultures, qui est le meilleur par rapport aux autres, et on arrive, et là, c'est-à-dire les moyens, sont justifiés, quels qu'ils soient, pour une fois qu'on est arrivé. Donc voilà la culture d'individualisme où nous nous retrouvons, et il faut qu'il y ait l'accompagnement, donc c'est pour briser cet individualisme, il y a le soutien pour briser, il y a cette manière aussi d'interpeller, n'hésitez pas, et on écrit, on interpelle, on accompagne, mais il ne faut jamais baisser les bras, et je pense c'était ce que nous avons dit cette journée, et je vous remercie, mais on reste en contact pour la prochaine fois. Merci.